Bonjour Thomas. Salut Perrine. Ravi de te retrouver après notre épisode 32 ensemble. Ça fait déjà presque 2 ans. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on fasse un peu le point sur tout ce qui s'est passé, tout ce que tu as entrepris et initié depuis mai 2021. Je regardais ton profil LinkedIn avant d'arriver et je me suis rappelé, j'avais oublié ça, que tu te présentes comme un utopiste réaliste. Et moi, j'adore cette introduction parce que elle fait beaucoup de place au « et ». Tu défies le paradoxe qui opposerait utopie et réalité. Et moi aussi, je veux croire qu'il est possible de dire « et » à la place de « ou ». Qu'est-ce que toi, tu as entrepris ces derniers mois dans ce sens ? Quels sont tes constats, tes suggestions, tes envies ? En fait, ce qui me plaît dans cette expression d'utopie réaliste, c'est que on dit souvent d'ailleurs que les innovations les plus incroyables qu'on a pu voir naître sont toujours au départ des utopies, ou considérées comme telles, et finalement deviennent une évidence tant elles ont permis d'apporter un progrès social, environnemental ou tout autre progrès sans forcément en juger. Ah, j'adore l'utopie qui devient une évidence. Bah je crois qu'il y a même une expression que j'ai plus en tête, mais qui le dit mieux que moi. et aussi parce que un des livres qui m'a le plus marqué ces dernières années, c'est Utopie réaliste de Søren Bregman, un Hollandais qui en fait explique que sur des sujets très clivants, par exemple le revenu universel, on a déjà vu dans l'histoire plus ou moins récente, dans les 50 dernières années, dans d'autres pays, des initiatives similaires qui ont connu un grand succès. Je pense par exemple en Angleterre, ils avaient fait l'expérience pour sortir les sans-abri de la rue en leur donnant de l'argent, où tout le monde penserait spontanément que évidemment ils vont aller acheter de l'alcool et des jeux à gratter avec, sauf qu'en fait, après 6 mois, 90% de ces sans-abri avaient encore de l'argent. Certains avaient retrouvé un emploi, certains avaient un logement. Et voilà, ça montrait qu'en fait, on doit bien se garder de juger pour les autres de ce qu'ils sont capables de faire ou non. Ce qu'il faut, c'est apporter des solutions, et c'est ce qu'on essaie de faire avec, par exemple, la perma-entreprise. Et toi, justement, quelle utopie en ce moment tu cherches à rendre réaliste ? Alors, le sujet du moment qui m'anime pas mal et qui m'intéresse, c'est en fait Alors, je vais faire un oxymore, mais comment créer une forme de souplesse dans la radicalité. On est dans une période, je trouve, de polarisation des positions entre les chantres d'une croissance qui pourrait perdurer, les défenseurs d'une décroissance absolument nécessaire. D'ailleurs, souvent les deux génèrent des débats qui sont assez stériles, parfois même drôles tant ça devient particulier dans les expressions. Le sujet, c'est que je suis archi convaincu qu'on doit faire preuve d'une certaine radicalité, notamment quand on parle de l'évolution du modèle d'entreprise. Parce que pour répondre aux enjeux de l'époque, je crois difficilement qu'on pourra le faire si on reste dans des logiques de capitalisation, de maximisation des profits. Ça nous a tellement mené dans une situation complexe, pour ne pas dire dans un mur, que je n'y crois plus une seconde. Par contre, l'entreprise peut rester un objet pérenne, un objet qui génère du résultat, un objet qui génère une forme de performance. Mais cette performance peut être différente, elle peut être dans l'efficacité de l'utilisation des ressources, elle peut être dans une bien meilleure considération des besoins réels des citoyens du territoire où ils opèrent, etc. Et donc, ce que j'essaie de faire en ce moment, et notamment avec tout le travail d'essaimage que l'on fait autour du modèle de perma-entreprise qu'on a inventé, c'est de dire, voilà, vous avez un outil pour définir un cap, une vision de long terme qui est radicale et qui répond vraiment aux enjeux, par exemple en fixant des limites. Par contre, vous allez pouvoir trouver une certaine souplesse dans le chemin pour y arriver, parce que c'est un outil d'amélioration continue, de progression de votre modèle d'entreprise, mais qui intègre des nouvelles dimensions que vous n'intégriez pas avant. T'as un exemple concret justement de souplesse dans le chemin vers la radicalité ? Je vais prendre le sujet qui est le plus difficile à toucher, à challenger, c'est le business. Avec le modèle de perma, et c'est ce qu'on fait en ce moment chez Norcis par exemple, mais que d'autres entreprises ont fait également, et que même je trouve intéressant de dire qu'en ce moment des associations le font également, c'est avec qui je veux travailler. Qu'est-ce que je veux servir comme évolution de la société dans son ensemble par mon métier. Et ça, c'est vrai, quel que soit le type d'organisation que l'on est. Et en fait, j'ai de plus en plus d'échanges avec des structures. Ça me parle complètement quand je dois, j'ai la chance de pouvoir choisir mes clients en recrutement, en coaching, et on avait fait un atelier d'ailleurs avec toi, dans la communauté des invités du podcast. Donc, merci de nous avoir fait cheminer sur ce sujet. Voilà, ça, je pense que c'est absolument fondamental, et tout le monde se pose cette question en ce moment. Quel degré de tolérance? Est-ce qu'on peut travailler avec tout le monde? Si oui, sur quoi? Sinon, pourquoi? Et est-ce qu'on se met en danger en faisant des choix de ce type?
Donc voilà, je pense qu'on a éminemment besoin de pouvoir se poser ces questions. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la réaction d'entreprises qui se retrouvent boycottées d'une certaine manière et qui disent mais attendez, si vous ne voulez pas travailler avec nous, comment voulez-vous qu'on change? Et là, je vois même émerger un débat ou des divergences d'opinion générationnelles entre des personnes qui sont dans ces métiers de transfo, d'évolution, de RSE depuis bien longtemps et qui sont convaincus qu'il faut garder un pied dans des entreprises qui sont plus au cœur des problèmes que des solutions, et une nouvelle génération qui arrive avec toute sa radicalité en disant il est hors de question que j'accompagne cette entreprise parce qu'en gros elle va faire du greenwashing. Donc on a archi besoin de solutions pour avoir des débats qui restent relativement bienveillants et qui font qu'on progresse plutôt qu'on freine ou on ralentit encore plus une situation qui souffre déjà de trop d'inertie. Dans ce que tu veux dire, finalement, il y a des entreprises pour toi qui ne sont pas transformables? C'est une question complexe. Je pense aujourd'hui qu'il y a des entreprises qui sont enfermées dans un modèle et dans un système qui fait qu'elles ne seront pas transformables dans l'état actuel de la situation. Typiquement des entreprises cotées en bourse avec un actionnariat très dilué où le seul intérêt des actionnaires c'est d'avoir plus 5% de renta minimum à la fin de l'année, je te mets ma main à couper que cette boîte-là jamais en l'état ne pourra engager une vraie transformation ou une évolution avec un cap assez radical. Parce que ça impliquera des choix qui vont pas permettre de maximiser les profits sur les premières années ou les prochaines années. Ça c'est archi certain, et je le dis parce que c'est déjà le cas depuis plusieurs décennies en fait. On le voit bien. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai parfois une critique un peu acerbe de la RSE qui, pour certains profils d'entreprise, à mon sens, a plus permis de maintenir un statu quo sur les modèles d'affaires en donnant l'impression qu'on verdissait ou qu'on faisait du social autour, alors qu'en réalité on ne changeait rien aux aspects les plus fondamentaux, et donc on continue à massivement dégrader les écosystèmes en se donnant bonne conscience parce qu'on a planté 3 arbres pour compenser. Donc là, on vient au point de comment est-ce qu'on passe finalement d'une économie extractive à une économie régénérative. Je pense que c'est le point que tu abordes. Donc finalement, pour pouvoir faire évoluer ces business models, la notion d'actionnariat est clé pour toi. Oui, et nous on le voit bien d'ailleurs dans les entreprises qui arrivent à engager les plus fortes explorations, je dirais, vers des nouveaux modèles. Ce sont très très rarement de très grandes entreprises qui ont ce type d'actionnariat. Ce sont des PME, des ETI qui ont des actionnariats assez locaux, de proximité, parfois familiaux, parfois salariés, et qui là ont la capacité de décider ensemble d'engager quelque chose qui semble de plus en plus nécessaire. Alors elles le font parfois avec difficulté parce que on peut se dire que c'est une goutte d'eau dans l'océan lorsque l'on est une PME dans un secteur d'activité qui compte des multinationales. Mais en réalité, on le fait avant tout pour soi, pour le projet d'entreprise que l'on propose aux équipes, pour la pérennité de son entreprise. Et si en plus on peut le faire en servant mieux les enjeux sociaux et environnementaux, on a tout à gagner. Aujourd'hui, les entreprises qui se lancent dans des démarches assez radicales, donc je pense par exemple à ce que propose la Convention des entreprises pour le climat, à ce qu'on propose avec la perma-entreprise, à ce que propose Bicorp, ce sont rarement de très grandes entreprises. Depuis l'épisode 32, tu as accepté la coprésidence de Bicorp. Tout à fait. Si je comprends bien, pour toi, le défi de cette labellisation est compliqué pour une très grande entreprise. Oui, et d'ailleurs c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a si peu de très grandes entreprises qui sont certifiées. Alors en France, dans les très grandes, on pourrait citer un bon nombre de marques qui appartiennent au groupe Danone. Pour les plus récents, on peut citer Nespresso. Mais d'ailleurs c'est intéressant parce que dès lors que Nespresso a officiellement obtenu sa certification, il n'y a pas un échange sans qu'on nous interroge sur les raisons qui ont permis à Nespresso de devenir Bicorp, parce qu'il y a cette image de la capsule à usage unique, alors que Nespresso fait plein de choses extrêmement bien, simplement personne n'est parfait. Quand on a un très grand groupe, on est plus visible que les petites structures, mais aujourd'hui 80% des Bicorp ce sont des petites entreprises ou des entreprises de moins de 50 personnes. Donc ça montre bien que quand on met un cap vraiment et très ambitieux, en général, c'est parce qu'il y a actionnaires et dirigeants qui œuvrent de concert avec la conviction que c'est fondamental de se lancer. Moi, ce que j'observe avec intérêt en ce moment, c'est des échanges que je peux avoir à la fois avec les milieux dirigeants et à la fois avec des jeunes, par exemple, qui font partie du mouvement pour un réveil écologique, qui, dans le débat public, font partie de ceux qui sont les plus radicaux aujourd'hui et n'ont de cesse de dénoncer des stratégies qui semblent trop peu ambitieuses pour vraiment répondre aux enjeux.
Ah justement, ça me fait penser à ton propre parcours, parce que finalement, tu as toi aussi démarré en tant que consultant sur les enjeux de transformation, RSE, de business model, de culture. Aujourd'hui, tu es passé du côté dirigeant. Comment est-ce que tu confrontes ce paradoxe, être un subversif et être un dirigeant? Alors être un dirigeant, moi je fais partie d'une équipe qui est à l'œuvre pour faire évoluer Nord6 vers ce que l'on juge être la bonne façon de contribuer à l'intérêt général, en m'occupant particulièrement des sujets d'impact, mais qui inclut évidemment le business, et c'est tout l'intérêt des nouveaux modèles d'entreprise. Et on arrive à faire un beau chemin. Mais je suis pas fan du mot transformation, parce que, alors pour le coup, je trouve qu'il dénote une certaine radicalité. Et ce qui est certain, c'est qu'on ne transforme pas radicalement une entreprise, on la transforme pas du jour au lendemain. On a besoin de temps. Je prends souvent un exemple en faisant l'analogie avec les débats qu'on peut avoir au sein d'une famille quand il s'agit de bien trier les déchets. On voit à quel point c'est difficile de faire changer quelqu'un là-dessus. Alors je prends cet exemple et on pourrait en prendre 100 000 autres. Alors imaginez dans l'entreprise, si on dit aux équipes du jour au lendemain, on va changer les pratiques, on va changer les clients, tout le monde part en courant, c'est extrêmement inconfortable. Donc il faut trouver des façons d'y aller progressivement. Par contre, et c'est là mon point, pour que ce soit suffisamment ambitieux au regard des enjeux, il faut que le cap soit radical. C'est la seule façon de se dire que les petits pas peuvent être satisfaisants. Sinon, on fait juste des petits pas pour en faire. Et là, pour moi, ça s'apparente à quelque chose qui est une forme de maquillage autour d'une réalité qui reste très problématique. À propos de petits pas, je crois qu'il s'est passé aussi autre chose depuis mai 2021. Tu es devenu papa. Oui. Et alors, comment est-ce que tu fais pour être et papa et investi chez Bicorp, dans l'entreprise, dans tous tes engagements divers et variés? Bah là c'est là l'enjeu c'est la souplesse en enlevant la radicalité, je crois. C'est de trouver des équilibres. Alors quand on a la chance de pouvoir fédérer autour de nous des gens qui ont envie d'œuvrer dans le même sens, évidemment ça facilite un petit peu la vie. Ce qui m'a beaucoup interrogé avant de me lancer dans cette folle et belle aventure, c'est pourquoi est-ce que je veux devenir papa? Parce que par les temps qui courent, avec le conflit ukrainien, le Covid, le dérèglement climatique, on se dit est-ce que j'envoie pas un bébé au casse-pipe dans 20 ans ou peut-être même avant? Et en fait, je m'étais dit après avoir beaucoup lu et réfléchi que finalement le propre de la nature c'était de créer et pérenniser la vie. Donc si en tant qu'être humain j'abdiquais en ne donnant pas la vie ou en ne cherchant pas à la pérenniser, alors à quoi bon batailler au quotidien à faire en sorte qu'un monde meilleur émerge? C'était ma façon de ne pas être égoïste, parce que évidemment en tant qu'individu j'avais très envie de devenir papa, mais je voulais que ce soit clair pour moi dans un projet plus collectif qui est celui d'une société qui doit muter et sans quoi ma fille risque de connaître des années difficiles, et même nous d'ailleurs, parce que elles sont déjà assez proches de nous, les années difficiles, malheureusement. C'est vrai que finalement, on en vient aussi au rôle de la joie pour avancer. C'est-à-dire que s'engager, se révolter, s'indigner, c'est souvent important pour démarrer. Et pour tenir dans la durée, pour fédérer, pour emmener le collectif, finalement, la joie, c'est important aussi. Et comment bien la vivre sans culpabiliser et la faire rayonner. Tu sais, il y a quelque temps, quelqu'un que j'apprécie beaucoup disait moi je me lève pour créer un monde meilleur pour mes enfants. J'avais trouvé ça très chouette, mais en fait, je pense qu'il faudrait l'extrapoler en disant on essaie de le faire pour nos enfants au sens large. Peut-être même de façon plus égoïste pour nous-mêmes. Encore une fois, moi j'ai 33 ans, donc si on dit que dès 2040 ça va devenir hyper compliqué parce que le réchauffement climatique aura vraiment dérégulé les mécanismes, la biodiversité sera atteinte, etc. Et toi aussi, on va sûrement voir des choses qu'on a très peu envie de voir. Donc passer ça, la meilleure façon de se sentir utile, c'est de contribuer à l'évolution de nos modèles de société, de nos modèles d'entreprise, pour que on se donne de l'espoir. Je te cache pas qu'il y a des jours où c'est vraiment compliqué parce que on a beau y mettre toute notre énergie. Le fait, par exemple, de devoir tolérer du temps long
accepter que l'évolution d'un système dans son ensemble et son autorégulation prennent beaucoup de temps, fait qu'à un moment on se dit mais on va pas assez vite, est-ce qu'on met pas des coups d'épée dans l'eau, est-ce qu'on se fourvoie pas même sur l'utilité d'un métier? Alors chez nous, je pense que la question se pose pas trop, en tout cas j'ai pas eu besoin de la poser plus que ça, mais je sais qu'il y a des entreprises où on est dans des formes d'injonction, on dit ouais en fait on va être utile pour l'intérêt général, mais quand vous vendez certains types de produits ou de services, on pourrait vraiment se poser la question. Je pense à des constructeurs auto qui veulent vendre des SUV hybrides à tout le monde. Je pense que certains doivent se demander si c'est fondamentalement utile ou pas. Par rapport à cette notion du temps long, comment est-ce que d'acceptation du temps long, comment toi tu vois les choses? En fait, alors déjà, je conçois que ce soit extrêmement difficile d'avoir des réflexions plus radicales les concernant, parce que c'est déjà difficile dans les structures de plus petite taille. Par contre, la conduite du changement va demander tellement d'énergie et de temps que si elle n'est pas définie dès aujourd'hui, c'est même pas la peine d'essayer. Je veux dire, dans 20 ans, ça sera toujours pas effectif. Donc, à un moment donné, par exemple, l'expérimentation pour rester sur ce secteur de la mobilité partagée, de véhicules plus légers, c'est maintenant qu'il faut aller vite pour lancer les expérimentations, essayer de les passer à l'échelle. Parce que sinon, dans 20 ans, on voudra encore nous vendre un véhicule pour chaque individu sur la Terre, qui fera plus de tonnes, mais 3 tonnes, parce qu'on fera le barder toujours plus de systèmes d'électronique embarqués, de caméras et autres, pour faire du véhicule autonome. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça pour le progrès de notre civilisation? Je suis pas archi convaincu. Bon, je prends cet exemple parce que c'est quelque chose qui m'agace pas mal, de voir la tendance et l'orientation que prend ce secteur, qui par ailleurs est, je pense, le plus gros acheteur et annonceur, par exemple en France. Donc en plus avec un matraquage des esprits pas possible, en nous faisant voir des véhicules dans des villes qui ne sont presque immaculées, sans jamais de trafic ni de bouchons, alors que la réalité est totalement inverse, et que le véhicule silencieux est propre, alors qu'en fait tout ce qui se passe avant pour arriver à ce véhicule est beaucoup moins propre et silencieux. Ça m'agace un petit peu. Vivement que l'utopie devienne réaliste sur la mobilité. Que l'utopie devienne réaliste. Alors la bonne nouvelle, c'est que je veux pas stigmatiser ce secteur, il y en a d'autres, et encore une fois, pour les humains qui sont dedans, je conçois toute la difficulté d'engager ça. Mais c'est là que je te parlais d'un système qui est en totale inertie, avec notamment des mécaniques économiques qui empêchent de vraiment se poser ou engager des vrais projets de transfo et d'évolution. Mais la bonne nouvelle, c'est que de plus en plus de personnes qui sont dans ces organisations, qui contribuent beaucoup trop, par exemple, aux émissions de gaz à effet de serre, en ont tout à fait conscience. Et même si je dirais la bascule est pas encore engagée réellement dans ces organisations, je pense qu'on va y arriver parce que les humains maintenant sont bien au fait de ce que ça provoque. En mai 2021, ton Canary Call invitait les entreprises et les écoles à sérieusement se bouger pour attirer les jeunes et les talents et éviter qu'ils ne se tournent vers des organisations beaucoup plus radicales. Comment est-ce que tu analyses maintenant cette tendance en 2023, 2 ans après? Malheureusement, je pense que ça suit son cours et que de plus en plus de jeunes font preuve d'une forme de radicalité, refusent d'aller travailler dans tout un tas d'entreprises. Depuis qu'on a fait notre premier échange, Perrine, tu as peut-être vu les remises de diplômes dans un certain nombre de grandes écoles, avec parfois des moments hyper marquants de jeunes qui carrément défient leur propre direction d'école en disant mais vous avez tout faux sur les programmes. Je crois qu'il y a pas très longtemps, c'était à AgroParisTech où le message d'un collectif de jeunes, c'était fuyez l'industrie agro. Déserté. Le mot c'était déserté. Donc ça, je trouve que ça s'amplifie. J'ai vu des formes de contre-attaque d'une certaine manière de personnes du monde de l'entreprise qui disent mais s'il vous plaît ne fuyez pas, ne désertez pas, sinon comment voulez-vous qu'on change si vous ne venez pas nous aider à le faire? Tu vois, c'est là que je te parlais de polarisation des positions en ce moment, et donc c'est ce qu'on essaie de faire avec un certain nombre d'acteurs dont on est plus ou moins proche, mais voilà le modèle que l'on propose aujourd'hui avec la perma-entreprise qui grosso modo vise à passer d'une logique people, planet, profit, où c'est souvent le profit qui gagne, à people, planet et limite, avec du coup une sacrée valeur ajoutée pour inventer des modèles qui semblent beaucoup plus compatibles, pour limiter les inégalités sociales et limiter l'impact environnemental. On a un bel écosystème qui est en train d'émerger, et avec eux on est en train d'essayer de faire la preuve
de tout le potentiel que ça peut représenter pour les entreprises, et que non, toutes les entreprises ne sont pas le diable incarné, que tous les dirigeants ne sont pas de mauvais penseurs ou des gens très individualistes qui ne croient pas à l'intérêt général. Ça, c'est en train d'évoluer aussi assez fort. Bon, tu sais, il y a de bons jours et de mauvaises années, donc il y a des journées où on est hyper enthousiaste, on y croit fort, et puis il y a quand même un contexte global et médiatique qui te laisse penser que pas grand chose va bien. Mais heureusement, il y a plein de sources d'inspiration et de choses positives. Mais voilà, faut réussir à se construire son propre univers, je dirais, informationnel, pour éviter de sombrer dans l'anxiété. Justement, en mai 2021, vous lanciez le principe de la perma-entreprise chez Norcis. Vous avez depuis lancé une communauté finalement inter-entreprise au-delà de Norcis. Vous en êtes où là-dessus? Alors, je vais même dire inter-réseau. Et surtout, je vais me permettre de te reprendre, c'est pas une communauté, c'est un collectif, je m'explique. Quand on a expérimenté, inventé tout ça en 2020, qu'on a commencé à le déployer, à la fois sur la capacité à penser différemment, à innover au service d'un projet qui contribue davantage à l'intérêt général, à beaucoup plus impliquer, co-construire avec les équipes pour les rendre actrices, et que la conduite du changement derrière se fasse beaucoup plus en douceur ou de façon bienveillante et positive. On s'est dit, il faut qu'on partage ça. Alors on pouvait partager ça en créant un business model, en lançant une activité de conseil, ce qu'on a préféré ne pas faire parce que c'était pas la meilleure façon de contribuer à l'intérêt général rapidement. Donc c'est pour ça qu'on a fait le livre et qu'on a mis la méthode dedans pour être dans une forme de partage généreux. Dans l'informatique, on dit open source. Alors là, il y a un livre qui est payant, mais bon, 27 € comparé à une mission de conseil, je pense que on est sur un tarif assez accessible. Je plus sois, moi j'utilise vos contenus dans ce livre au quotidien dans mes accompagnements. C'est vraiment une très riche en méthodos pratico-pratiques. Merci beaucoup pour ce généreux partage. Je trouve ça très intéressant, cette différenciation que tu fais entre communauté et collectif, et l'importance pour accélérer finalement de connecter les écosystèmes ensemble, et donc de créer de la porosité entre les communautés, entre les systèmes, entre les entreprises et l'État, entre les associations et les entreprises. Ça me parle beaucoup, donc merci pour cette précision. Je peux te donner quelques exemples, hein, mais par exemple, on a co-construit avec le Centre des jeunes dirigeants une commission sur 1 an qui permet à des entreprises de tester tout ça et de formuler leur raison d'être, même de devenir société à mission en fait au bout de la démarche. On a des discussions avec d'autres réseaux, mais évidemment, bon, avec Bicorp, on a des choses dans les cartons, avec la Convention des entreprises pour le climat. Alors, j'ai une grande admiration pour ce qu'ils ont réussi à faire sous l'impulsion d'Éric Duverger. C'est tellement chouette qu'on aurait pu se dire, tiens, essayons de reprendre un peu leur format et de faire quelque chose autour de la perma. Mais ça, pour moi, c'était pas du tout le bon état d'esprit. Donc, au lieu de faire ça, en fait, on s'est plutôt rencontré avec l'équipe de la CEC et on est en train de voir comment certains des outils de la perma peuvent améliorer leur propre dispositif pour que, au final, ils soient totalement alignés avec ce que nous portons et qu'en fait, on fasse œuvre commune. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est que j'ai d'ailleurs trop vu dans les réseaux et les milieux du développement durable une reproduction des mêmes bêtises que dans d'autres milieux qui font qu'on crée de l'inertie, qu'il y a des jeux d'ego, de pouvoir, et qu'en fait on ne sert pas une cause qui nous dépasse tous. Et là, ce qu'on essaie de faire en ce moment, c'est de sortir de tout ça et de se dire on a un enjeu commun qui est tellement structurant pour l'avenir de notre civilisation, pour nos enfants, qu'il faut absolument sortir des guéguerres de pouvoir, d'ego, de parts de marché. Faisons œuvre commune, tout le monde y trouvera son compte. Et aujourd'hui, par exemple, moi j'aimerais bien qu'on réussisse à faire émerger une espèce de cartographie globale des solutions, mais c'est hyper compliqué. Parce que selon qui le formule, forcément il va prendre des critères qui l'arrangent parce que ça va le plus le mettre en avant, etc. Donc c'est pas simple, mais on commence à y arriver avec certaines organisations, dont celle que j'ai citée. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui moi me donne pas mal d'énergie et d'espoir. Avec ce que tu nous partages là, ce qui me vient finalement, c'est cet autre paradoxe entre ego et intérêt général. C'est vraiment cette notion-là qui me vient.
Mais l'ego des êtres humains dans les organisations, il provient principalement des modes de fonctionnement de ces organisations. C'est le petit chef qui veut garder son pouvoir, et donc au lieu de libérer les autres, de leur permettre de prendre des initiatives, d'expérimenter quelque chose, non, il va tout verrouiller, tu vois. C'est l'inverse d'un leader libérateur, mais ça demande de travailler sur les égos. Et quand t'es dans des très grosses organisations fortement pyramidales, tu sais très bien comment ça se passe. C'est exactement la problématique principale qui fait qu'il y a beaucoup d'inertie. Donc, encore une fois, avec je dirais le recul qu'il faut avoir sur la complexité de faire évoluer ce genre de choses dans des grandes organisations, mais c'est ce qui me fait beaucoup plus croire à des structures de taille moyenne pour vraiment engager des bascules. Et s'il fallait trouver des solutions, moi je recommanderais dans ce cas à beaucoup de grosses boîtes de recréer tout un tas de petites structures à taille beaucoup plus humaine, parce que je suis sûr qu'on aurait beaucoup moins de problèmes de cette nature-là. Alors c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais par exemple chez Norcis, on a toujours dit organisation à taille humaine, c'est maximum 125-130 personnes. Il y a eu des études là-dessus d'ailleurs. Donc Norcis, c'est 700 personnes, mais aujourd'hui t'as pas un seul site où il y a plus de 120. Voilà, parce qu'on est convaincu qu'il y a que comme ça qu'on arrivera à recréer à chaque fois localement un écosystème qui soit efficient au service du projet d'entreprise, sans risquer de trop tomber dans ces jeux de pouvoir. Moi, j'ai aussi envie de dire que finalement, pour éviter les postures de petits chefs qui verrouillent, il faut aussi des équipes qui aient envie d'être co-responsables. Donc, pour moi, la notion de co-responsabilité, se mettre tous au service de l'intérêt général et du collectif, et être individuellement aussi dans une posture de co-responsabilité, ça me paraît fondamental. Voilà, faut que les équipes en aient envie aussi. Oui, alors après, tout le monde ne peut pas en avoir envie, et ce n'est pas une nécessité absolue. J'ai beaucoup d'échanges en ce moment avec des dirigeants où on travaille sur ces sujets-là, sur le cap à long terme, une vision un peu radicale, en disant derrière, mince, mais mes équipes terrain, mes opérationnels, ça leur parle pas du tout, ils en sont très très éloignés. Et chez nous, on peut avoir le cas aussi, mais du coup, finalement, notre responsabilité en tant que dirigeant, c'est de créer les conditions d'une participation hyper forte de ceux qui le souhaitent. Quand je dis hyper forte, c'est que par exemple, nous, dans notre modèle, il y a un enjeu, c'est permettre aux salariés d'influencer l'évolution de la boîte. C'est quand même pas rien. Simplement, on accepte et on tolère complètement que ce soit pas tout le monde. Par contre, on a besoin de le faire ensemble, donc ceux qui sont prêts à le faire, il faut qu'on leur donne les moyens de le faire. Et donc aujourd'hui, dans notre gouvernance, tu as tout un tas de dispositifs qui permettent pas juste de participer à des idées ou à de l'idéation avec une boîte à idées mis dans un coin, mais à des mécaniques de décision, de co-construction des solutions ou des nouvelles stratégies que l'on va soumettre au vote de tous ceux qui doivent ensuite porter ça. Voilà, donc on a des mécanismes de participation très importants pour ceux qui ont envie de s'impliquer. Pour les autres, je veux dire, si celui qui ou celle qui veut faire ses heures contractuelles, bien faire son job, et c'est tout, mais pas de problème. On peut pas demander à tout le monde d'être investi d'une cause qui est la transformation du monde de l'entreprise dans son ensemble, quoi. Wow, je suis vraiment admirative de toutes ces initiatives qui se font en faisant du business. C'est-à-dire, votre métier, c'est de fournir des services aussi technologiques, informatiques, et en même temps, vous faites ce travail d'exploration, d'expérimentation avec une radicalité et une vision pour le long terme. Voilà, je suis très admirative. Écoute, il nous reste encore plein de chemins à parcourir, mais je pense qu'on se donne aujourd'hui les meilleures chances de réussir à écrire un futur déjà pour l'entreprise qui soit mobilisateur, qui soit utile, qui donne pas mal d'enthousiasme à ceux qui ont envie de s'impliquer dans une entreprise. Et puis voilà, après le business, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire évoluer. Les attentes des clients, tu peux pas leur imposer l'éco-conception s'ils le mettent pas dans le contrat cadre ou dans l'appel d'offres. Tu peux le proposer, mais si leurs équipes en face sont pas dispo pour ça, ça marche pas. Donc c'est toujours pareil. C'est pour ça que finalement, mais toute organisation peut avoir ce prisme-là. C'est pourquoi je fais mon métier. Alors pourquoi, c'est notamment pour qui. Et ensuite, c'est comment je le fais. Et là, l'avantage sur le comment, c'est qu'on peut être plus, je dirais, plus agile et plus libre dans l'exploration de nouvelles façons de faire, parce que c'est interne le comment. C'est comment j'ai envie de travailler avec mes équipes, c'est qu'est-ce que je veux mener comme type d'innovation, etc. Et voilà, finalement, ce qui doit animer les réflexions en profondeur de toute équipe dirigeante.
Thomas, quel artiste, quelle œuvre t'a interpellé dernièrement ? Écoute, en fait, j'aime assez en ce moment voir des détournements qui peuvent être réalisés notamment par des artistes et notamment sur des campagnes publicitaires. Parce que si on veut changer un peu de logique, il va peut-être falloir que notamment la publicité change elle aussi de mode de fonctionnement. Et en fait, il y a un mouvement par exemple qui s'appelle Brandalism, dans lequel des artistes détournent des publicités. Alors sur des secteurs qui sont beaucoup décriés ou pointés du doigt par ces mouvements écologistes en ce moment, typiquement le secteur automobile, mais pas que évidemment. Et donc en fait, ils détournent avec une vraie pointe d'humour, voire d'humour noir, des publicités pour que finalement ça provoque des prises de conscience. Et ça, s'il y a un truc dont je suis archi convaincu, c'est que on aura des bascules ou des évolutions fortes qui arriveront beaucoup plus vite si les consommateurs commencent à réinventer un peu leur façon de consommer, et donc les entreprises qui cherchent à vendre toujours plus voient leurs résultats baisser à cause de ça. Merci Thomas, ta volonté d'impact est contagieuse, merci. Merci Perrine. Merci pour votre écoute. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles.